n'est pas un être immobile, hors du monde, hors du temps, le Dieu, entre guillemets, d'Aristote, et ce n'est pas non plus l'archétype du monde des idées fixe, immuable, qui ne change jamais, parce que bien évidemment, ça serait trop facile que ce soit ainsi. Il fallait donc amener de l'être, enfin du temps dans l'être, pour comprendre la place de l'homme dans la totalité. C'est comme ça qu'on gagne son indépendance. Et c'est comme ça qu'on peut repenser tout un pan de la philosophie. Donc Heidegger, qu'est-ce qu'il apporte? Un souffle nouveau, mais on sait comment et d'où c'est venu. Vous vous rappelez de la philosophie de Bergson? Personne se rappelle? Il fallait réviser pendant les vacances. Bergson, c'est un philosophe qui a voulu savoir ce que c'était, de quoi nous étions constitués. Et il dit, l'homme, c'est l'étoffe de la durée. Et il dit, qu'est-ce que la durée? Donc là, vous lisez l'évolution créatrice, page 9, vous avez la réponse. Alors, la durée, c'est le passé qui gonfle en avançant et ronge l'avenir. Le passé qui gonfle en avançant et ronge l'avenir. Ça veut dire que je suis un gros plein d'être, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, un gros plein d'être, et cet être, donc mon ontologie, est placé dans le temps. Mon étoffe, c'est la durée. Et Bergson se tourne vers les grands biologistes de l'époque, Darwin, Lamarck, et il leur dit, et Spencer, notamment l'anglais, il leur dit, vous avez voulu penser l'évolution du vivant, mais en pensant l'évolution du vivant, vous avez voulu vous inféoder à la science, c'est-à-dire remplacer la science, et au final, vous avez produit une pensée où vous avez oublié le temps et la durée. Donc il explique que oui, à l'instant T, on a une espèce vivante qui a 3 pattes et 2 yeux. Oui, on la retrouve 2000 ans plus tard avec une seule patte et un œil. Qu'est-ce que c'est? Une adaptation au milieu? Pourquoi pas? Mais en attendant, vous ne nous avez pas précisé combien de temps ça a pris et quelles sont les grandes démarches qui ont suscité ça. Heidegger est un intellectuel. Ça, il l'a lu. Non seulement il l'a lu, mais ça l'interpelle, ces écrits de la pensée, comment dire, du temps. Donc comme ça l'interpelle, il réadapte le concept de durée, c'est-à-dire du temps, et il l'introduit dans le cœur de l'être. D'où, lorsque je nais, je suis un Dasein, c'est-à-dire que je suis un être dans le temps. Et si je suis un existant, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je l'entreprends dans le temps. C'est-à-dire que si je n'avais pas la notion du temps, je m'en moquerais. En d'autres termes, si j'étais éternel, je me moquerais d'attendre 3 heures quelqu'un, puisque 3 heures, ça serait l'équivalent de 3 secondes pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Or, je suis un être dans le temps, donc je suis mortel. Mon être enferme l'idée de ma mort, et comme ça enferme l'idée de ma mort, je peux mourir à tout moment. Donc je suis pressé. Donc si vous me faites perdre 3 heures, je suis folle de rage. Vous voyez? Parce que vous avez grignoté dans l'étoffe de ma durée, en gros. Voilà. Donc le génie, pour répondre à la question, je l'ai fait un peu longuement, mais bon, pour expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc le génie, si vous voulez, d'Heidegger, c'est de reprendre à son compte 2 philosophies diamétralement opposées. Un, rationalisme avec, bien entendu, une sorte de dialectique chez Platon. De l'autre côté, une immanence de l'être avec Aristote. De les prendre tous les deux alors qu'ils sont opposés et d'intégrer dans leur pensée la notion de temps et de leur dire à tous les deux qu'ils ont oublié cette notion en chemin. Et est-ce que c'est pour ça que Husserl là, du coup, avait du mal à accepter Husserl, Husserl, c'est un autre mouvement. Le mouvement husserlien, c'est la phénoménologie. Alors Husserl nous dit, voilà, si je veux rencontrer le monde, et si je veux surtout le connaître, parce que la démarche d'un philosophe, c'est ça, rentrer dans le monde, ou en tout cas, comme dit Heidegger, on est jeté au monde, on est des êtres au monde. Et quand je suis au monde, vous direz, et vous reconnaîtrez avec moi, que moi étant né, bon, le siècle dernier, je sais, c'est hier, quoi. Étant né le siècle dernier, je suis né dans un monde qui était déjà rangé, agencé et compris scientifiquement par bon nombre d'individus qui ont existé avant moi. Je me mets à la place des premiers hommes qui étaient jetés dans un monde dans lequel rien n'était expliqué, rien n'était déjà décodé ou quantifié, et donc tout phénomène était un phénomène impressionnant ou qui pouvait faire peur ou autre. Donc bien entendu, il fallait animer la matière, comprendre une forme d'animisme, etc. Donc, si vous voulez, ce rapport particulier au monde faisait que, à l'origine, on ne le connaissait pas, il fallait qu'on se familiarise avec. Husserl arrive, lui, après Descartes, parce que la première œuvre de Husserl, c'est quand même les méditations cartésiennes. Il comprend qu'il y a une conscience à l'œuvre dans le monde et qu'il veut comprendre le monde, mais cette conscience, elle est inachevée parce que Descartes a dit, pour la petite histoire, « Je pense donc je suis, cogito ergo sum ». Je suis quoi? Une res cogitans, c'est-à-dire une chose pensante. Non seulement je suis une chose pensante, mais en plus il nous dit, je suis une sorte de
de matière première, une substance pour moi c'est l'ousia chez Aristote, hein, c'est la substance au sens pleine. Mais moi je vois surtout de matière grise. Donc je me suis toujours dit, je suis quoi, une substance pensante? J'imaginais ce cerveau en train de gamberger. Et puis d'un coup, Descartes nous dit, oui mais une âme, ah ça y est, Aristote, anima, et ensuite il me rajoute derrière, mais qui pense Dieu. Donc qui pense un arrière-monde, qui pense à des choses qui le dépassent complètement. Une fois qu'il a dit ça, ben, il démontre l'existence du monde, il montre l'existence des choses, la matérialité du corps, etc., etc., mais il ne va pas plus loin. D'ailleurs, il dit, quand je regarde par la fenêtre, je ne vois que des manteaux et des chapeaux. Je suis incapable d'identifier les individus qui sont face à moi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas l'expérience à leur place de leur conscience. Donc on est dans une sorte de dichotomie, on est dans un embarras intellectuellement. Husserl arrive et il dit, oh Descartes, tu as oublié quelque chose. Avant d'être conscient de toi, tu es conscient de quelque chose. Et là, il va dire que ma conscience est visée intentionnelle, c'est-à-dire je vise des objets, ou je vise des individus. Mon regard se porte sur d'autres regards. Pas tous, certains. Certains avec insistance, d'autres pas. Donc j'ai des visées comme ça, comme si j'avais un objectif qui agrandit, qui zoome sur certaines personnes, sur certains objets, etc. Donc Husserl commence comme ça. Mais il nous dit, avoir une conscience de quelque chose, ça ne suffit pas à dire qu'elle comprend ou qu'elle connaît le monde. Ce qui fait qu'il va falloir qu'elle fasse un travail, on va dire, de réduction, moi j'appelle ça comme ça, de réduction subjective. Voilà. Comment faire un travail de réduction subjective? Ben, ça veut dire que moi j'organise et je structure le monde à partir de ce qui me plaît. Par exemple, si j'ai peur d'aller chez le dentiste, vous vous doutez bien que je redoute de m'asseoir dans le siège, là où je vais souffrir. Si par contre j'aime bien mon lit, je suis très contente de passer devant ma chambre ou d'entrer dans ma chambre. Ce qui veut dire que je hiérarchise comme ça des lieux en fonction de mes affects. Ensuite, j'avais pris cet exemple-là en cours, donc pour ceux qui m'ont déjà entendu, ben, je suis désolée de me répéter, mais je pense qu'il est bon cet exemple, donc je le réutilise. Si je me rends dans des brocantes et que j'achète un râteau en bois, ce râteau en bois, on est bien d'accord que je le trouve beau parce qu'il est ancien, parce qu'il me rappelle peut-être mon grand-père, et puis peut-être aussi parce que je me dis, tiens, c'est sympathique comme objet à avoir chez moi. Quelques jours après, les amis viennent à la maison pour dîner et ils découvrent que l'objet en question, il n'est pas dans le garage ou dans le jardin, il est accroché au mur. Et qu'à côté, je me suis fendue de mettre le portrait d'une vache normande ou une charolaise. Qu'en plus, j'ai mis des espèces de mangeoires. Donc, j'ai décoré mon intérieur de telle manière que finalement, c'est champêtre. On a l'impression d'être dans un, je sais pas moi, dans un pré en Normandie. Vous allez vous dire, mais comment se fait-il qu'elle a détourné l'objet du sens qui était le sien, c'est-à-dire un râteau pour ratisser des feuilles dans un jardin? Eh bien voilà ce que reproche Husserl à l'ensemble des hommes que nous sommes, des hommes et des femmes. Il dit, finalement, quand nous pensons le monde, nous le pensons toujours à partir de hiérarchies, de sentiments, et nous détournons non seulement les objets de ce qu'ils sont, mais nous détournons nos sentiments et nous détournons nos rapports aux choses à partir de ce que nous sommes. Or, pour connaître le monde, il faut être scientifique. Et il va falloir déshabiller toutes les choses que nous rencontrons des affects que nous portons sur ces choses. En d'autres termes, eh bien, il faut que le râteau, je le prenne pour ce qu'il est. Il faut que quand je pense à un objet, je dois le penser dans le sens qui est le sien, c'est-à-dire ce qu'il a envie de me dire de lui, c'est-à-dire je le pense par sa définition. Une chaise, c'est fait pour s'asseoir dessus. Une chaussure ou une paire de chaussures, je les porte à mes pieds. Pourtant, il m'est arrivé de prendre ma chaussure et de m'en servir comme d'un marteau. Donc ça veut dire que j'ai pu détourner l'objet. J'oublie la possibilité de détourner les objets de leur fonction première. L'objet, c'est sa définition. Si ensuite, moi, je m'analyse de la même façon, c'est-à-dire que j'enlève en moi tous ces résidus de ma subjectivité, émotions, sentiments, affects en tout genre, eh bien ça y est, j'ai opéré ce qu'on appelle un moi transcendantal. Je suis capable d'aller à la rencontre des objets qui se donnent à moi dans leur définition, et donc je peux enfin produire un acte de connaissance. C'est pour ça que toute conscience est conscience de quelque chose. Elle est intentionnalité vers l'objet, parce que si je ne suis pas intentionnalité, l'objet reste, je cite Husserl, une zone d'opacité pour moi, et il faut que j'éclaircisse cette zone d'opacité. Donc je dois rencontrer un objet pur avec un moi pur. La rencontre des deux m'amène à la connaissance. Voilà Husserl. Donc Heidegger, lui, il dit oui, je rencontre un monde, mais je le rencontre par le prisme de ce que je suis, c'est-à-dire mon être dans le temps.
Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Ce qui veut dire que d'entrée, ça sonne le glas ou ça sent le sapin, si vous voulez. Donc forcément, ma relation à la vie n'est pas la même, si vous voulez, que si j'avais une relation complètement neutre, c'est-à-dire celle qui se moquerait de ce temps qui passe. En gros. Oui, d'accord. Tout le monde a compris? Sinon vous m'interrompez, hein, n'hésitez pas. Et du coup, quelle est la différence entre l'être et l'étant? Alors, l'être, du coup, c'est l'ontologie. C'est tout ce qui va nous ramener à la chose en soi et ce qu'elle est en soi, c'est-à-dire lorsqu'on a enlevé toutes ces espèces de fioritures. Mais en même temps, l'être, il est existant. Donc il est dans le temps. Et il est soutenu par le temps. Et en même temps, on se répète, ça va le déterminer, ce temps. Si vous allez au cinéma, vous voyez un film magnifique, vous y restez 1h30 ou même 2 heures, et le film pour vous, il a duré 20 minutes. Tellement c'était bien, c'était émouvant, c'était beau, bref, vous étiez dedans. Vous pouvez aller, je sais pas, une autre fois au cinéma, au bout de 10 minutes, commencer à regarder votre montre en disant « Ah ben dis donc ». Alors là, vous regardez sur votre ticket s'il y a marqué la durée du film, 1h40. Et là, vous vous dites ça va être interminable. Soit vous restez, soit vous en allez avant la fin. C'est dommage de partir avant la fin parce que vous ne saurez pas si c'était nul jusqu'au bout. Mais quand même, si on y reste, on se dit « Eh ben c'est laborieux ». Eh bien ça veut dire que dans notre vie, et ça c'est Bergson qui l'a très bien dit, nos états d'âme font boule de neige avec les états précédents. C'est-à-dire que tout s'amasse, tout s'accumule. Et pour Heidegger, l'être c'est ça. C'est l'ontologie qui fait densité, qui fait épaisseur, qui fait que c'est plus qu'un simple phénomène à la surface des choses. Ça fait densité. Mais en même temps, comme je suis dans le temps, je suis existant. Et ça c'est très sartrien. Étant existant, je change en permanence. Et oui, parce que je suis à chaque fois en confrontation avec un monde nouveau. Schopenhauer, d'ailleurs, qui n'est pas bien loin de cette période-là, disait « Le monde, je le reconstruis chaque matin ». Donc le matin, voilà, je ne sais pas, vous vous levez, vous culbutez votre pantoufle, vous commencez à râler en vous disant « Qui est-ce qui a été les mettre comme ça ?» Vous savez très bien que c'est vous. Bon. Ensuite, vous essayez de vous rendre, je ne sais pas moi, vers la porte, vous heurtez un meuble, bing, et vous dites, bon, c'est pas possible. Vous prenez votre petit déjeuner, bien sûr la biscotte tombe pas du bon côté, c'est la loi de, bon bref, et vous montez dans votre voiture, vous essayez de démarrer, elle ne démarre pas. Là, vous vous dites, théorie du complot, le monde s'acharne contre moi. Et là, on a envie de regarder le ciel en disant, qu'est-ce que je vous ai fait? En réalité, rien. C'est juste que le monde vous résiste un peu. Et Heidegger dirait, vous êtes dans le temps, ça va vous embarrasser parce que ça va changer votre programme, mais en dehors de ça, rien de grave. Ce qui veut dire qu'il va falloir être à votre étance. L'étance, c'est le participe présent de l'être. L'être, c'est ce qui fait bloc et qui fait densité en moi. Donc depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, c'est mon être. Il s'épaissit de jour en jour. Attention, je n'ai pas dit qu'il s'enveloppe. Je dis qu'il s'épaissit. Et comme il s'épaissit, il gagne en densité. Et ensuite, mon étance, c'est quand je participe de mon présent, c'est-à-dire en ce moment, j'essaye de me concentrer sur ce que je vous dis pour essayer de vous rendre, en tout cas, perceptible certaines définitions chez Heidegger. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que mon être est dans le temps, il s'applique et il participe du présent parce que bien souvent, les philosophes ont oublié, et même les hommes oublient en règle générale la notion de présent. La présence, c'est la veille de la conscience à son degré maximal qui participe d'un événement, et quand l'événement il est joyeux, on est heureux. S'il est moins joyeux, il faut dédramatiser, surtout s'il n'y a rien de grave, si je suis toujours en vie. Puisqu'on a dit, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Donc on est toujours dans l'idée du risque de la perte de l'existence. Je possède une existence, ma vie je peux la perdre à tout moment, donc tant que je suis vivant et qu'il n'y a rien d'exceptionnellement grave, je peux être tout à mon présent. Donc, l'étant et l'étance, c'est l'acte même de participer de son présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut revenir cette fois-ci à Saint-Augustin. C'est pour ça qu'Heidegger, quand on dit pourquoi il est extraordinaire, mais parce que quand vous lisez Heidegger, vous lisez toute l'histoire de la philosophie.